Salut les petits garagistes et bienvenue dans ce hors-série qui, je l'espère, vous plaira. Aujourd'hui, on continue notre voyage dans le temps avec le TN. Non, je ne parle pas des paires de Nike préférées des racailles des années 2000, mais bien d'un Renault. Alors suivez-moi, on va remonter le temps une nouvelle fois vers le début du siècle dernier. Le Paris de la belle époque. Ça a quand même une autre gueule que ce que tu nous as foutu depuis ton élection, Annie, hein. Regarde, ça, c'est ce que j'appelle le bon vivre. Enfin bref, nous sommes en 1931 et la STCRP met en circulation le Renault TN4. Le TN4, comme 4 cylindres, est avec le Renault TN6, le bus légendaire de l'entre-deux-guerres. En 1934, le Renault TN6, comme 6 cylindres, se joint à la fête avec un plus long nez et un moteur de 10 litres de cylindrée qui développe la puissance monumentale de 67 chevaux. Les Parisiens découvrent ainsi des bus confortables et puissants mêlant le modernisme et le traditionnalisme. Le joli plancher en bois est typique de la décennie et les banquettes à 90 degrés proposent une assise confortable. Mais le dossier est totalement déstabilisant pour les passagers assis dos à la route. Cela étant, pour ceux qui resteraient debout à côté du receveur, la suspension à lame reste assez confortable, tout du moins bien plus agréable et moins sautillante que celle des vieux Schneider. Nous, en tant que passagers, on a admirablement bien voyagé dedans, même si les suspensions ont salement vieilli et que chaque bosse est communiqué de manière assez mal polie aux passagers. Mais certains sons, comme le craquement de la boîte de vitesse ou le temps que le machiniste met à passer son rapport, nous indiquent clairement à quel point ce travail devait être compliqué. Je vous décris la scène, histoire que ce soit un poil plus clair pour vous si vous n'êtes jamais monté dans un TN6. Déjà, il n'y a pas de synchro dans la boîte, donc à l'engagement de la première, on entend les pignons se frotter dans un grondement sourd. Puis à l'accélération, le moteur diesel, d'abord hésitant, se lance nonchalamment jusqu'à l'engagement de la seconde, qui a l'air tout aussi laborieux. Double débrayage obligatoire au passage et au rétrogradage. N'oublions pas non plus que cet énorme engin n'a pas de direction assistée et que le machiniste est assis directement sur le moteur. Il en subit donc toutes les vibrations. Et le tout avec des commandes peu précises et extrêmement fermes comme l'embrayage ou l'accélérateur. Pire encore, le frein qui se fait via la pédale du milieu, classique, mais aussi avec le frein à main. Et au cas où cela ne suffirait plus, le receveur depuis la terrasse peut également freiner l'essieu arrière en cas d'urgence. Une époque où le terme de machiniste prenait donc tout son sens, vu qu'en fin de journée, on avait la force à Popeye après sa livraison d'épinards. Tout comme le terme de receveur qui, à l'aide de sa moulinette, qui pesait bien lourd soit dit en passant, compostait les tickets et dégageait sans vergogne les resquilleurs. L'entrée et la sortie ne se faisant que par la terrasse, du coup, pas de triche. Lorsque le bus pouvait partir, le receveur actionnait une tirette équivalente à la commande des chasses d'eau de l'époque en fait. Non mais ça veut dire que ça valide. Et je veux dire qu'on voit bien que les médecins... Une clochette indiquait au machiniste qu'il pouvait partir. Mais ça n'empêchait pas les plus téméraires de rentrer ou de sortir en marche. Dotés de moteurs essence, les TN se verront plus tard munis de moteurs diesel, les fameux Hispano ou Panhard, faisant office sous le capot de 90 modèles, plus ou moins expérimentaux. Pour l'anecdote, les châssis étaient fabriqués par Renault et mariés au moteur avant d'être livrés pour la construction de la carrosserie. Malheureusement, une nouvelle fois, le monde s'arrête de tourner pour faire la guerre. La nature humaine est ainsi faite. Nous sommes donc le 23 août 1939 et la SCTRP se voit réquisitionner 3/4 de ses autobus pour participer à l'effort de guerre. Plus d'une centaine de lignes en service réduit persisteront à l'an 40. Une fois la guerre perdue, ou presque, avec l'occupation allemande, les bus se font quasiment introuvables. De plus, la pénurie d'essence empêche les survivants d'assurer un service même partiel. Mais impossible, n'étant pas français, les habitants de l'Hexagone ont jugeoté et fait preuve d'ingéniosité et de force, une fois n'est pas coutume, afin de faire se mouvoir les TN, avec du gaz de ville, du charbon de bois ou de l'alcool.
Jusqu'au jour où même ces carburants de substitution se sont raréfiés. À peine plus de 500 autobus circuleront péniblement de la capitale jusqu'en 1942, alors qu'ils étaient près de 4000 en 1939. Dans l'urgence, le régime de Vichy fait fusionner les transports souterrains et les transports de surface afin d'harmoniser leurs tarifs. Ainsi naquit l'APTP pour l'administration provisoire des transports parisiens. Bien évidemment, ça ne résout rien en ce qui concerne le souci premier, à savoir la raréfaction des carburants. Mais du coup, si l'électricité fonctionne pour le métro, pourquoi ne pas faire fonctionner l'électricité pour un bus? C'est ainsi que les trolleybus ont fait leur apparition en 1943. Les TN seront totalement à l'arrêt par la suite, jusqu'à la libération de Paris et des horreurs de la guerre, avant de reprendre petit à petit du service. En 1948, le blues de l'après-guerre règne sur l'Hexagone. Tout est à reconstruire de nouveau. Et bien que les usines tournent à plein régime, le dérèglement économique, la pénurie des énergies, les efforts de guerre, bref, tout ça, ça a sérieusement tué le pouvoir d'achat. Paradoxalement, de plus en plus de voitures sont en circulation depuis 1946, ce qui ralentit la vitesse moyenne des bus et donc leur attractivité. L'attractivité des transports est donc en berne totale. Les vélos sont rois et les voitures, pour les plus chanceux, une aubaine. Et rares sont les gens qui peuvent se payer une automobile ou un titre de transport dans la classe ouvrière. Ils préféreront du coup leurs pieds. La première guerre avait fait trébucher la France. La deuxième guerre lui a fait se péter la gueule à plat ventre sur le sol. Eh oui, c'est malheureux. Donc en 1948, l'APTP se voit remplacée par la RATP, anagramme signifiant Régie Autonome des Transports Parisiens. Les métros et les bus sont à la charge de cet organisme et ainsi le Renault TN continue à officier en son sein jusqu'en 1971, un record de longévité en France. Mais les Parisiens ayant besoin de nouveaux besoins, afin d'être attirés par le transport à nouveau, et la reconstruction économique ne se faisant qu'en investissant surtout sur l'avenir de la RATP, la décision est prise de moderniser d'urgence le parc. Les ateliers sont pour la plupart détruits et une bonne partie des Renault TN4 et TN6 ne sont plus du tout en état de rouler. Du coup, beaucoup de constructeurs comme Berlier, Chausson et Somua se verront gratifiés d'une commande de véhicules constante. 1700 exactement. Du coup, on passe de 600 millions de voyageurs en 1946 à 900 millions en 1948. En partie grâce aux 300 Somua OP5 qui assuraient les plus longs trajets entre les banlieues et Paris intramuros. Mais ça, c'est une autre histoire. Rendez-vous donc au prochain épisode. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager un maximum nos vidéos. Cela ne vous coûte rien, mais nous, ça nous aide à avancer un maximum, à faire grandir notre chaîne pour des projets encore plus ambitieux. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé ce petit clin d'œil historique, ce petit essai en tant que passager dans le TN. Et nous, on vous dit à très bientôt les petits garagistes. Portez-vous bien, ciao ciao.